Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Ici on parle RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici notre sommaire avec une interview de Thierry Guimbaud, le directeur général de Voies Navigables de France, avec qui nous avions parlé du potentiel que représente ce transport fluvial pour décarboner le fret. Notre débat il portera sur la comptabilisation des gaz à effet de serre, les stratégies de réduction de l'empreinte carbone, comment l'intégrer au bilan des entreprises. Et puis la start-up du jour, c'est Parade, une place de marché de mode de seconde main, partenaire des marques. Vous verrez. Voilà, pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Thierry Guimbaud, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général de Voies Navigables de France. Ça représente un réseau de combien de kilomètres ? Le réseau fluvial en France, exploité par Voies Navigables de France, c'est 6700 km. Réseau grand gabarit, à peu près 2000 km. Et réseau moyen ou petit gabarit, ce qu'on appelle historiquement le réseau Fraissinet. Des réseaux créés au 19e siècle pour des besoins industriels à l'époque. Ouais. Donc nous gérons cet ensemble-là sur l'ensemble du territoire. C'est 40 000 hectares de terrain souvent importants en gestion. C'est 4 000 agents. C'est un budget à peu près de 600 millions d'euros par an. Ouais, 4 000 ouvrages d'art aussi. On a vu peut-être les chiffres que vous venez de donner s'afficher. Je crois que c'est le plus grand réseau européen de voies navigables, c'est ça ? C'est effectivement le plus grand réseau en linéaire de réseau, hein, d'assez loin. Les autres réseaux importants sont les réseaux hollandais, belges, wallons et flamands et allemands. Oui, alors on va évidemment parler du développement du fret, mais quelles sont les autres missions ? On peut y faire quoi sur ces voies navigables ? Bien, écoutez, sur ces 6700 km, nous avons fait 3 missions pour aller vite. Nous avons une mission de la logistique, nous allons y revenir, elle est importante, elle est appelée un très bel avenir, on va en parler. Toutes les missions qui tournent autour du développement des territoires, notamment à travers le tourisme. Nous avons une activité touristique importante, notamment, mais pas seulement, sur les petits canaux que j'évoquais. C'est quand même 1,4 milliard de retombées économiques par an sur le fluvial, du fait de cette activité touristique importante, sur l'eau et à côté de l'eau, ce qu'on appelle le fluvestre dans notre jargon, c'est un néologisme qui marie le fluvial et le terrestre. Et puis enfin une troisième mission, qui est la gestion de l'eau en tant que telle. L'eau devient un élément, avec le changement climatique, essentiel pour notre pays. Nous sommes le deuxième plus gros gestionnaire d'eau du pays. Donc avant de faire circuler un bateau, comme je dis toujours, il faut faire circuler l'eau. Et c'est notre mission principale également. Et donc c'est un levier de transition écologique évident. Une péniche sur la Seine, c'est combien de camions en moins sur les routes ? Vous voyez ce que je veux dire ? Alors effectivement, le mode fluvial est le mode le plus lourd des modes terrestres. Les plus grandes barges font 180 mètres de long. Elles peuvent porter environ 5000 tonnes en usant très peu l'infrastructure, puisque c'est de l'eau. Et ça correspond à 4 trains de fret. 4 trains de fret, c'est 3 km de train. 180 mètres, 3 km. Et aussi et surtout, 220 camions environ. Donc voilà la capacité, et c'est la grande force du fluvial, c'est dans nos termes techniques, c'est de massifier, c'est de faire en sorte qu'on puisse transporter beaucoup, et plus on transporte beaucoup, plus on est en termes environnementaux positifs, puisqu'évidemment on divise à la tonne les problèmes de propulsion qui peuvent se poser. Un exemple simple, depuis le 1er janvier, ça c'est des chiffres réels, c'est pas des moyennes, 2000 bateaux sont passés sur la Seine. Oui, alors on a vu ces chiffres, 2036 bateaux de marchandises ont circulé. Et ça correspond à 65 000 camions. 65 000 camions qui ont été donc retirés. Retirés du trafic, quoi. Retirés du trafic, retirés du périphérique, retirés de Paris et de la banlieue parisienne. C'est donc un impact important qu'on ignore souvent. Et c'est un impact extrêmement important. Oui, alors on a ces chiffres, 2036 bateaux de marchandises qui ont circulé, ça représente 65 000 camions, 6 772 tonnes de CO2, 6 837 kilomètres de camions mi-bout à bout. On s'amuse à faire ça fait 195 tours de périphérique pour les Parisiens, ça donne une idée. Et on va évidemment développer l'aspect environnemental et les gains en matière de gaz à effet de serre, cet appel à intérêt, à manifestation d'intérêt que vous lancez, mais c'est aussi moins d'accidents potentiels sur les routes. Il faut avoir ça en tête. Effectivement, l'intérêt du fluvial, c'est certainement l'intérêt écologique au sens émission. Encore une fois, 1 tonne sur le fluvial, c'est 5 fois moins de CO2 émis
qu'une tonne par la route, mais il y a beaucoup d'autres avantages. Vous savez que notamment dans les zones denses, l'un des problèmes, c'est ce qu'on appelle l'émission de particules fines. Ouais. La route émet des particules fines, le ferroviaire émet des particules fines. Il y a du frottement. Ouais. Sur le fluvial, nous n'avons pas ce frottement. Nous avons un niveau d'émission de particules fines beaucoup plus bas. C'est notre avantage. La congestion, vous l'avez évoqué. Notre mode, effectivement, a connu depuis maintenant des décennies un repli certain. Donc il y a de la capacité. Il y a beaucoup de capacité. On peut faire passer 4 fois plus de bateaux sans toucher les infrastructures que ce qu'on en passe aujourd'hui. 4 fois plus, oui. Alors c'est le chiffre que je donnais en titre, moi qui m'a vraiment frappé en préparant l'émission. Dans les années 60, il y avait 3 fois plus, c'est ça, de marchandises transportées sur la Seine. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors ce qui s'est passé, c'est des événements de très lourds. Le fluvial, les canaux, je le disais, c'est fortement lié à l'industrie. Ouais. Le système fluvial s'est développé pour transporter les matières lourdes de l'industrie. Dans les années 70, nous le savons tous, le pays s'est lourdement désindustrialisé. Et évidemment, cette évolution-là s'est traduite par une diminution de la part du fluvial. C'est quasiment mathématique. Ouais. On a vu cette chute s'opérer depuis les années 70. Il y a eu aussi un développement très important du réseau routier et autoroutier qui a fait une vraie concurrence modale avec un mode de transport, un mode de logistique porte-à-porte, de petits flux porte-à-porte, just in time, sur lesquels un mode léger, entre guillemets, comme le routier, est plus adapté. Voilà. Donc il y a une lourde évolution économique des secteurs de la logistique qui ont défavoriser, c'est clair, le fluvial. Mais alors, si on retourne la chaussette, c'est aussi un potentiel de développement qui est hyper important. Et vous lancez donc, j'y viens, c'était le 7 avril dernier, cet appel à manifestation d'intérêt. Alors, vous n'êtes pas tout seul, il y a plusieurs municipalités qui vous accompagnent. Il y a Paris, il y a Le Havre, Rouen, c'est ça ? D'abord, ce sont elles qui sont à la manœuvre avec nous, donc elles font plus que nous accompagner. Ce sont les grandes métropoles, métropole de Paris, ville de Paris, métropole de Rouen et métropole du Havre, qui ont souhaité faire du fleuve, de l'axe fluvial, du transport fluvial, un marqueur fort du développement écologique dans les années qui viennent. Et pour ce faire, elles ont avec nous, avec Aropa qui gère les ports de la Seine avec nous, elles ont émis un appel à projet, un appel mention d'intérêt d'abord, puis un appel à projet sur 34 sites pour dire à tous ceux qui veulent faire de la logistique essentiellement urbaine, parce qu'un des atouts du fluvial aussi, c'est de faire de la logistique urbaine, parce que les fleuves, les canaux rentrent finement dans les villes, historiquement. Et les infrastructures sont là pour accueillir les péniches. Il y a peut-être d'autres à développer, mais il y en a. Nous avons un potentiel considérable. Et donc cet appel à projet vise, en 2 temps, d'abord manifestation d'intérêt, puis ensuite appel à projet, vise sur 34 sites à s'adresser à tous ceux, et ils sont nombreux, qui veulent monter de nouvelles chaînes de logistique urbaine par le fleuve. Il y a déjà des cas, par exemple à Strasbourg, aujourd'hui à Lyon, qui va être lancé en juin prochain, d'une utilisation du fleuve comme un moyen, comme un backbone, si je puis dire, en mauvais anglais, de pouvoir organiser une logistique urbaine propre. En clair, on met à bord de barges dans des zones logistiques à l'écart des grandes villes, les matériels qu'on va livrer. On se sert du temps de parcours comme d'un véritable entrepôt flottant où on prépare la livraison. On arrive à quai dans les centres-villes, par exemple au pied des Champs-Élysées dans Paris, par exemple. Et on peut ensuite débarquer par des moyens simples, des moyens de livraison propres. Oui, la livraison du dernier kilomètre, on fait en sorte qu'elle soit propre. Par des moyens écologiques, électriques, des petits camions électriques ou des vélos cargo. Est-ce qu'il y a des secteurs qui aujourd'hui font plus du tout appel au fret fluvial et qui potentiellement pourraient vraiment s'y remettre d'une certaine façon ? Je pense à l'alimentaire. Bien sûr, l'alimentaire est une des cibles importantes. Et il y avait très peu recours. Franprix est le premier, il y a quelques années, à avoir choisi la voie fluviale pour livrer dans le centre-ville ses magasins. D'autres y viennent. Un très grand de l'ameublement, qu'on se connaisse bien qu'IKEA, a construit un immense entrepôt du côté de Mantes, auprès du fleuve, pour l'utiliser également. Et tous les grands de l'alimentaire, tous les grands de la distribution choisissent ce mode, parce qu'il est clair que la distribution devient de plus en plus importante, on le sait bien, par le commerce électronique notamment. Il y a besoin de livrer dans les villes qui sont saturées, qui ont des problèmes de congestion et des problèmes de pollution. Et donc la question de la livraison au centre-ville, elle devient essentielle. Et le fleuve permet d'apporter une réponse à Paris.
À Strasbourg, à Lyon, à Toulouse. Est-ce qu'on va terminer là-dessus? Est-ce que ça suppose parfois aussi de reconstruire des infrastructures en bordure de fleuve et avec là peut-être parfois des difficultés avec des riverains ou des villes qui ont redonné le fleuve à du tourisme ou à des activités ludiques, sportives? Vous voyez ce que je veux dire? Absolument, c'est un des sujets bien sûr. Il ne s'agit pas d'utiliser les berges dans les centres-villes pour en faire une petite zone industrielle. Bien évidemment, il faut préserver à la fois l'aspect touristique et agrément du fleuve. C'est un des grands atouts du fleuve, la dimension touristique que j'évoquais. Vous en parliez tout à l'heure, oui. Et en même temps, si je puis dire, il faut faire effectivement de la logistique. C'est pourquoi les modes de logistique urbain que j'évoquais par la voie fluviale, par exemple, imaginent des modes, il y a beaucoup d'imagination au pouvoir, imagine des modes où on fait le transfert entre la barge et la berge par des moyens à bord du bateau, ce qui évite d'avoir des moyens de manutention lourds sur la berge et donc de pouvoir rendre les berges à leur utilisation de loisirs ou d'agrément et donc de marier, notre objectif c'est bien de marier deux activités et l'appel à projet notamment sert aussi à trouver ces initiatives-là qui fleurissent un peu partout aujourd'hui. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de ce Smart Impact, et je vous présente mes invités. Sébastien Nunez, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Climate Seed et Nathan Bonisso, bonjour, le cofondateur de Plan A. Bienvenue à tous les deux. Climate Seed, je le prononce comme je peux. Présentez-moi votre entreprise. Climate Seed, c'est une société qui a été fondée en 2018, qui aide les clients dans toute leur action climatique. Donc on est sur toute la chaîne carbone. Mesure, réduction, contribution, qu'on appelle souvent compensation carbone. Et surtout, on aide les clients sur la communication pour éviter de se faire attraper pour greenwashing. Oui, ça c'est une étape importante, vous dites surtout. Oui, tout à fait. En fait, beaucoup d'entreprises sont très vertueuses dans leur comportement et puis derrière vont mal se comporter en termes de communication, ne connaissent pas bien les rouages, n'ont pas le bon vocabulaire, la bonne sémantique. Et du coup, derrière, vont se faire attaquer, malheureusement, et des fois même les décourager par rapport à l'action qu'elles ont pu mener. Plan A, Nathan Bonisso, vous étiez déjà venu dans l'émission, plateforme d'évaluation de l'empreinte carbone et conseils pour l'optimiser, j'ai à peu près résumé. C'est à peu près ça, exactement. Alors, nous travaillons également avec d'autres entreprises pour les aider à décarboner leurs activités. Alors, c'est-à-dire que nous proposons des outils, software, digitaux qui permettent aux entreprises de mesurer puis de créer des plans, des objectifs et des plans de réduction qui leur permettent donc d'atteindre des objectifs de réduction carbone. Mais quand on parle justement d'objectifs ou de gains, on est dans quelle proportion? Est-ce que c'est parfois spectaculaire? Ah, ça peut l'être, tout à fait. De la façon dont les mesures de carbone sont organisées, c'est selon des scopes. Scope 1, Scope 2, Scope 3. Et bien souvent... Il faut rappeler en deux secondes alors, ce que ça représente. En 2 mots, ça représente les émissions directes, par exemple l'essence qu'on met dans sa voiture, les émissions indirectes qu'on contrôle, c'est-à-dire l'électricité, et tout le reste. Le Scope 3, c'est... toutes les parties prenantes, l'impact des produits dans l'usage des clients, c'est ça. En amont, en aval, la distribution, etc. Voilà. Et c'est bien souvent là que se trouve la plus grande partie de l'impact carbone. Donc déjà créer de la visibilité autour de ce scope 3 et ensuite de permettre aux entreprises de faire les bonnes décisions. Donc ça peut avoir un énorme impact. Et de toute façon, ça doit avoir un énorme impact si on va atteindre les objectifs, par exemple, des accords de Paris de 40%. Sébastien Nunez, ça commence par quoi? Des questions simples pour réaliser son bilan carbone? Alors, tout d'abord, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait un bilan carbone. Donc, une entreprise, elle peut avoir une pression réglementaire pour le faire, elle peut avoir ses clients qui la poussent à le faire. Donc, beaucoup de grands comptes aujourd'hui vont, dans le cadre de leur procédure d'achat responsable, pousser les entreprises à faire des bilans carbone. Ou alors, juste, elle a envie de, quelque part, contribuer à la lutte globale contre le réchauffement climatique. Derrière... la première chose qu'il y a à faire, c'est un meeting de cadrage. En fait, généralement, on essaie, nous, d'embarquer tout le top management, essayer de cerner ce qu'on veut faire, donner des objectifs. Puis après, il y a, en effet, déterminer quel périmètre on souhaite mesurer. Derrière, on va collecter de la donnée, on va l'analyser. Et puis, sur base de ça, on arrive à une étape qui est extrêmement importante, c'est le plan d'action, parce que la mesure carbone, c'est un peu le tour de manivelle, c'est que le début. Derrière, l'idée, c'est de passer en mode actif. Donc, il y a un plan d'action de réduction des émissions.
Et enfin, on a le reporting et la communication toujours. Ouais. Je reste avec vous, Sébastien Nunez. L'enjeu des prochains mois, voire des prochaines années, il faut qu'on voit évidemment plus loin, on commence à le faire, certains commencent à le faire, c'est d'intégrer toutes ces données qu'on appelle extra-financières, au bilan des entreprises. Alors c'est une excellente question. En fait, la valeur qu'on donne finalement au carbone, aujourd'hui, elle n'est pas du tout intégrée dans notre chaîne de valeur. Et l'idée, c'est justement de la pousser au maximum dans l'aspect, dans la mesure financière d'une entreprise, pour pouvoir avoir un nouveau levier d'action et pousser les gens à agir. Est-ce qu'il faut changer les règles pour ça, Nathan Bonisso? C'est vrai qu'il y a la taxonomie européenne qui est en train de se mettre en place, qui a été actée, mais bon, on va dire que dans son application concrète, il y a encore un peu de délai, donc qui flèche les financements, les investissements en fonction de leur impact positif. Est-ce qu'on peut dire que ce sera bientôt le cas avec ce système-là, que les engagements et ce qu'on appelle les données extra-financières vont de plus en plus être intégrées au bilan des entreprises? Oui, tout à fait. C'est déjà en marche, comme vous le précisez très bien. La taxonomie de l'Union européenne est le plus gros changement récent. Et effectivement, les régulations sont en train de créer un système à côté et intégré au reporting financier. Donc on a vraiment la construction aujourd'hui, de la même manière qu'on a eu une construction d'un système de reporting financier, de système de transparence, Know Your Customer, etc. On est en train de voir la création de la même chose pour des notions d'environnemental, des notions sociales et des notions de gouvernance. Donc effectivement, les règles sont en train de changer, les règles ont déjà changé, et les règles concernent de plus en plus d'entreprises de petite taille, d'industries différentes. Et donc effectivement, c'est un grand changement auquel les entreprises doivent s'adapter. C'est pas forcément facile de s'adapter, car il y a des questions notamment de collecte de données, des questions d'interprétation des données, de savoir-faire, qui sont propres à la décarbonation. On doit, si je ne me trompe pas, en France, on doit déposer sa comptabilité carbone auprès de l'ADEME. C'est obligatoire depuis 2010, c'est ça? Sauf que c'est quoi? C'est tous les 3 ou 4 ans? C'est tous les 3 ans. Ça dépend beaucoup des entreprises. Il y a aussi des accords selon les industries notamment et selon les tailles des entreprises. Mais effectivement, c'est l'ADEME qui est dépositaire de ce rapportage en France. Il y a plus de parties prenantes, notamment au niveau de l'Union européenne, auxquelles certaines entreprises sont confrontées, notamment le secteur financier. Du rapportage différent. Sébastien Nunez, est-ce qu'il faut un bâton? On peut parler de carotte ou de bâton. Jean-Marc Jancovici dit qu'il faut des sanctions pour les entreprises qui ne tiennent pas leur comptabilité carbone. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller jusque-là? Encore une fois, c'est une excellente question. Je pense que la première chose, en effet, la première brique, c'est la pression réglementaire. Je pense qu'il y a la pression réglementaire derrière, qu'elle soit au niveau des investisseurs, tombe sur les entreprises, qu'elle soit au niveau des grands clients, derrière, tombe sur les entreprises. Donc je pense qu'in fine, le système va finir par se réguler par lui-même. La question après, c'est le temps. Et on n'a pas le temps. Donc moi, je suis assez favorable d'une certaine sanction quelque part, en fonction, alors il faut trouver les bons indicateurs, mais en fonction de la taille, en fonction des revenus des entreprises. Mais si on se tient au rapport du GIEC qui détermine une situation qui est catastrophique et qui donne 3 ans pour agir, malheureusement, on n'a pas le temps d'attendre que le système se régule par lui-même. Quand on parle de comptabilité, Nathan Bonisso, est-ce qu'il faut revoir les règles comptables? C'est-à-dire que ça suppose quand même des règles communes, des règles acceptées par tous. Donc est-ce qu'il faut revoir les règles comptables? Le corpus méthodologique qui permet de faire ces calculs, par exemple, comment est-ce qu'on calcule l'empreinte carbone d'une banque, dont le scope 3 est énorme, car les investissements, etc., est en train, lui aussi, d'être mis en place. Donc il y a beaucoup de groupes de réflexion, beaucoup on dirait des think tanks ou beaucoup d'acteurs de ces différents milieux qui se rejoignent et qui vont créer un certain nombre de normes. C'est notamment le cas du GHG protocole, qui est les inventaires du scope 1, 2 et 3. Mais ça devient de plus en plus précis, car la question devient de plus en plus technique. Donc effectivement, il faut qu'on travaille d'un point de vue régulation et aussi d'un point de vue méthodologique pour que les entreprises puissent effectivement faire face à ces régulations. Si on n'a que les règles, mais pas les outils pour appliquer ces règles, ça devient beaucoup plus compliqué. Et ça suppose un accord international pour que ça ait du sens. Oui, par définition, si c'est adopté uniquement par un certain pays, il y aura un décalage compétitif quelque part. Donc, il faut vraiment qu'il y ait
Comme souvent, malheureusement, pour ne pas se tirer une balle dans le pied, il est important de discuter au niveau international et de reconnaître cet aspect carbone dans la comptabilité au niveau international. Vous étiez avec Climate Seed, partenaire de Change Now. Qu'est-ce que vous proposiez aux participants ? Alors, il y a eu plusieurs choses sur Change Now. La première chose, c'était déjà de mesurer donc, l'impact de carbone de l'événement, donner des conseils pour réduire cet impact carbone, les aider à communiquer de façon responsable. Et puis après, on a fait aussi des petits sondages pour essayer de mesurer, aider les gens à prendre conscience de l'impact carbone. Donc on a aujourd'hui un outil de mesure de l'impact carbone pour les gens, pour les personnes physiques. Et donc on est passé dans le salon et on a aidé les gens à mesurer leur impact carbone pour essayer de leur faire prendre conscience de leur impact carbone et surtout leur rappeler quelle est la target pour pouvoir tenir les accords de Paris et voir à quel point ils étaient en décalage. Donc on a fait aussi pas mal de sensibilisation au sujet carbone. Oui, et avec un engagement sur la préservation des forêts amazoniennes, c'est ça ? Oui, tout à fait. On a proposé en fait donc la compensation de l'événement, la contribution de Change Now à des projets de compensation carbone. C'est fait sur un projet d'Amazonie, préservation de la forêt en effet, donc avec un gros impact biodiversité, un impact sur les communautés locales, parce que c'est ça quelque part ce qui est beau dans ces projets de compensation carbone volontaire, cette contribution climatique. Non seulement elle va stocker ou éviter les émissions carbone, mais en plus, on va agir concrètement pour la biodiversité, pour les populations locales. Donc il y a des co-bénéfices qui vont au-delà du carbone avec ces projets. Nathan Béniceau, vous élargissez, on l'a évoqué, le Scope 3, mais vous élargissez la couverture de votre logiciel de comptabilité à ce Scope 3. Pourquoi c'est plus compliqué ? Je voudrais qu'on rentre un peu dans le détail. Alors, si on rentre dans le détail, c'est essentiellement une question de disponibilité et de collecte de données. Ouais. Lorsqu'on essaye de mesurer le Scope 3, on va s'adresser aux fournisseurs, par exemple, d'une entreprise. Ouais. Et c'est déjà compliqué de trouver notamment les données dans l'entreprise elle-même, mais lorsque on a un proxy en plus et qu'un fournisseur doit faire remonter des données, notamment de livraison, de poids, de données qui sont assez précises au final, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc c'est vraiment là le grand défi, c'est de rendre ces données disponibles, de sécuriser évidemment ces données et de faire en sorte que cette relation fournisseur et entreprise fournie ne se rompt pas à cause de ces décisions également. Ouais. Nous, ce qu'on encourage, et j'entends parler de compensation, c'est intéressant, il y a beaucoup de formes différentes de compensation, et notamment on s'intéresse à un concept qui s'appelle le in-setting. Donc c'est off-setting, c'est vraiment payer pour des projets à l'extérieur de son environnement direct. Le in-setting, c'est investir notamment dans des projets qui vont décarboner la chaîne de valeur. Notamment installer, pour un exemple, des panneaux solaires sur des usines que vous-même, votre entreprise, utilise pour se faire fournir. Ouais. Et donc ça permet de décarboner la chaîne. C'est un exemple parmi tant d'autres et qui vous indique un petit peu le niveau de technicité, le niveau de profondeur de données dont on a besoin pour mesurer ce Scope 3. Ouais. J'espère que j'ai été clair. Oui, c'était très clair, très intéressant. Je voudrais terminer, Sébastien Nunez, par l'état de, on aurait pu commencer par là, de prise de conscience de vos clients. Parce qu'on discute souvent ici, on parle souvent de claque climatique, de nécessité de formation des ministres, formation des chefs d'entreprise. À quel point ils sont informés suffisamment de l'urgence ? En fait, il y a une segmentation à faire quelque part entre les grands groupes qui ont justement cette pression un petit peu réglementaire pour qui le sujet du climat est assez bien intégré au niveau des DRSE. Des fois, il y a besoin de sensibiliser un peu plus le CEO. Là où il y a un peu de travail à faire, c'est plutôt sur les petites entreprises. Et là, en France, il y a un gisement terrible là, d'économie carbone, quelque part. Les petites entreprises ont besoin de plus sensibiliser. Généralement, il y a le CEO qui a 50 000 trucs à faire et qui doit potentiellement, en plus, avoir cette casquette de DRSE. Et ce n'est pas évident pour lui. Donc là, il y a vraiment un travail de sensibilisation, d'éducation et surtout leur proposer des solutions pour qu'ils puissent entrer dans cette démarche sans avoir une casquette de plus à porter. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter vos entreprises et ces nouveautés en matière de comptabilité des gaz à effet de serre. On passe à Smart Ideas tout de suite. Et la start-up du jour s'appelle Parade. Bonjour Fabien Huchet-Denizet, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Parade, créé en octobre 2021. Histoire de famille, c'est ça ? Exactement, c'est un projet que j'ai lancé avec mon frère Vincent. Oui. Donc on n'a pas le même âge, mais on a décidé de se lancer ensemble. Moi j'avais déjà travaillé un petit peu avant. Et du coup on a décidé de se lancer en octobre 2021, c'est ça, à lancer Parade, la première marketplace de mode de seconde main, partenaire des marques. Alors partenaire des marques, c'est ça qui est important. Peut-être on peut faire un petit point d'étape sur le marché de la seconde main. C'est vraiment un marché qui est en forte croissance, voire en hyper croissance.
Exactement, il y a beaucoup d'acteurs qui sont déjà bien établis sur le marché de la seconde main et qui sont, pour certains, qui ont une position assez forte. Mais malgré ça, justement, en interrogeant avec Vincent beaucoup de consommateurs et de consommatrices de seconde main, et aussi des gens qui n'ont pas franchi le pas de la seconde main, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens, justement, qui ne se retrouvaient pas dans les expériences qui étaient déjà proposées, et notamment, en fait, parce que l'expérience d'achat qui était proposée sur les sites de seconde main était trop éloignée de l'expérience qu'on peut retrouver sur des sites de neuf. Ouais. Ça, c'est le défaut principal ou le frein principal au développement de la seconde main ? En tout cas, il y en a d'autres, exactement, mais nous, c'est ce qu'on pense qu'il y a un gros frein. On se dit qu'en fait, pour convaincre les gens de consommer en seconde main, il ne faut pas leur dire la fast fashion, c'est pas bien, mais la seconde main, c'est bien. Et du coup, pour ça, c'est développer le plus possible une expérience d'achat qui se rapproche de celle du neuf. Et du coup, nous, l'originalité qu'on a, voilà, c'est de faire des partenariats avec des marques qui nous permettent justement de développer cette expérience-là. Alors, qui sont vos partenaires ? Comment ça marche ? Alors là, on avait jusqu'ici 5 marques partenaires, on vient de passer à 8 marques partenaires, qui sont toutes des marques françaises, donc de mode féminine pour le moment, qui produisent des pièces de qualité faites pour durer. Donc ça, c'était vraiment un engagement qu'on voulait avoir. Et donc en fait, pour chacune de ces marques-là, on va les aider à développer une solution de collecte de vêtements auprès de leurs clients. Donc ça passe par une solution technique et une solution logistique qu'on va mettre en place pour elles. Et puis après, voilà, tous ces vêtements qui sont collectés en échange de bons d'achat valables chez ces marques, on va les revendre sur le site de Parade, qui est donc ce site multimarque, mais seulement de ces marques partenaires. Oui. Donc c'est un site qui est accessible évidemment à tout le monde. Votre modèle économique, c'est quoi ? Vous prenez un pourcentage ? Exactement, ouais, c'est ça. Il va y avoir une partie de fixe, une partie de variable. En tout cas, oui, c'est ça. C'est principalement de la commission, en fait. D'accord. Combien de marques ? 8, vous nous l'avez dit. C'est quoi votre ambition à terme ? Parce que si vous choisissez des marques qui sont des marques françaises, qui ont des marques avec un engagement, une forme d'engagement éco-responsable, peut-être que ça limite un peu la gamme. Exactement. En fait, nous, l'idée qu'on a, c'est de continuer à se développer avec des partenaires, avec des marques, mais toujours avec des marques pas forcément françaises, mais en tout cas des marques qui produisent des pièces de qualité, parce que c'est celles-là qui vont durer dans le temps et donc qui vont être intéressantes en seconde main. Mais justement, cette question est intéressante parce que ça me permet de parler de ce qu'on va faire très prochainement dans les mois qui arrivent. À partir de septembre, justement, on va élargir notre offre et on va commencer justement à proposer à la vente des articles qui ne sont pas de nos marques partenaires, qui sont d'autres marques qui produisent des pièces de qualité. Et donc, en fait, pour récupérer ces articles-là, on va mettre en place un système de bons d'achat. Donc, pour récupérer ces vêtements, l'idée, c'est de proposer un bon d'achat valable chez Parade sur des articles de seconde main en échange du renvoi d'un article. Ouais. Quand vous dites reproduire l'expérience du neuf, d'une certaine façon, comment ? Ça passe par quoi ? Oui, en fait, ça passe par retrouver beaucoup de choses qui font le succès des marques de mode en neuf. Donc, en fait, on va donner aux clientes toutes les informations qui sont utiles, qu'elles recherchent au moment de l'achat. Donc, ça va être le prix d'origine, la description du produit, sa composition, son pays de fabrication, et aussi, et c'est ça qui est très important, les photos portées par mannequin qui vont permettre de se dire un peu comment tombe le vêtement sur moi. Et donc là, en fait, c'est ça, on a vraiment une fiche produit qui est bien enrichi par rapport à ce qu'on peut trouver sur d'autres sites, avec à la fois les photos professionnelles que nous on prend qui montrent l'état du vêtement tel qu'il est quand nous on le reçoit, et puis aussi toutes les informations qui viennent des marques. On a aussi la garantie que c'est vraiment le vêtement d'une marque. Exactement. C'est important cette confiance, j'imagine. Exactement, oui. Il y a un aspect en plus de ça qui est vraiment le côté je donne des garanties à la cliente sur le fait qu'elle va avoir un article effectivement de la marque qu'elle souhaite acheter, qui va arriver en bon état. Et puis avec tout le reste de l'expérience qui va avec, une livraison optimale. Merci beaucoup d'être venu nous présenter Parade. À bientôt sur Bismart. Fabien Huchet, Denizet, Parade, marque créée par deux frères. Voilà une belle histoire. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous dès demain sur Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.